if I speak, I am in big trouble. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, en ce début de semaine, voilà. On reprend tranquillement, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'en tant que fan de foot, pour que ça aille bien en début de semaine, il faut que votre club ait gagné le week-end dernier. On passe évidemment un gros salut à tous les supporters toulousains et lyonnais qui nous regardent. Voilà, ça doit pas être facile en ce début de semaine, on pense fort à vous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler des 9 autres équipes que j'ai pas encore évoquées dans ma première vidéo. Donc si vous n'avez pas vu, allez la voir, c'est la deuxième partie. Donc aujourd'hui, on va parler des 9 clubs suivants qui sont Metz, Rennes, le Paris Saint-Germain, Angers, Lille, Nice, Auxerre et Marseille. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et donc, comme la dernière fois, on va rester sur le même principe. On va un petit peu parler des matchs de préparation, du mercato qui a été fait durant la trêve estivale, du début de saison. Voilà un petit peu de comment joue l'équipe, la tactique. Et voilà un petit peu tout simplement revenir sur le début de saison de chaque équipe de Ligue 1, histoire de faire un premier tour de notre championnat, des équipes, des joueurs forts, des joueurs en forme, des équipes qui ont un peu plus de mal tout simplement. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Directement, on va partir et on va commencer avec une équipe qui a été promue la saison dernière. Je parle de Metz, le club messin qui a été promu de Ligue 2 la saison passée. C'est un club qui fait assez souvent le yo-yo, comme on appelle ça dans le foot. C'est tout simplement monter en Division 1, redescendre en Division 2, puis chaque année faire la bascule en fait entre les deux. Voilà, mais c'est un petit peu coutumier du fait, malheureusement, ils ont souvent du mal à se maintenir. Cette saison, ils ont décidé de voilà, jouer comme tout le monde des matchs de préparation. Là, je les évoque un peu plus parce que pour des équipes qui montent en Ligue 1, je trouve ça plus important, les matchs de préparation. Voilà, on sait que la Ligue 2, c'est pas le même niveau d'intensité, pas le même niveau technique sur plein d'aspects que la Ligue 1, et donc je pense que c'est important pour les équipes qui montent notamment de prendre au sérieux ces matchs amicaux de début de saison, histoire de bien mettre leurs joueurs en forme. Et donc Metz, ils ont réalisé 4 matchs de préparation, ils en ont gagné 3 et ils ont fait une défaite. Donc ça augurait des bonnes choses, voilà. Je pense qu'ils ont pris leur match de préparation au sérieux et ils ont décidé d'arriver forcément avec l'ambition de se maintenir. Côté mercato, ce qui est important de souligner, c'est qu'il y a eu un recrutement intéressant, je trouve, notamment sur un joueur, c'est Habib Diallo. Habib Diallo, on l'avait quitté, il était parti du côté de l'Arabie Saoudite, du côté des Al-Shabaab, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un attaquant qui a des références en Ligue 1 notamment. On l'avait vu du côté de Strasbourg, pas mal enchaîner les buts. C'est un numéro 9 vraiment typique, capable de mettre 10-15 buts dans ses meilleures années en Ligue 1. Donc ça, j'ai trouvé intéressant. Et aussi, c'est un profil, je pense, qui manquait à Metz dans le registre dans lequel ils vont jouer en Ligue 1. On sait que c'était une équipe plutôt joueuse en Ligue 2. Évidemment, ils pouvaient s'appuyer sur leur qualité technique qui était, je pense, supérieure aux autres équipes de Ligue 2. Mais en Ligue 1, évidemment, ils ne vont pas avoir la même manière de jouer. Voilà, ils vont devoir se positionner très souvent en bloc bas et contre-attaquer pour embêter justement des équipes de Ligue 1 qui arrivent mieux préparées ou qui ont plus d'ambition, forcément, avec plus de budget, tout ça. On connaît l'écosystème du football. Et je trouve que là-dedans, Habib Diallo, il est intéressant parce qu'il va permettre de fixer les ballons et de faire ressortir le bloc messin sur des séquences. Voilà, sur des longs ballons, il est capable vraiment de le garder dos au jeu et de faire remonter tout un bloc. Donc ça, j'ai trouvé ça assez intéressant de le sortir de sa pré-retraite, entre guillemets, d'Arabie Saoudite. Il y a eu aussi le recrutement de 2 Géorgiens. Alors je ne sais pas si les 2 ont été recrutés sur cette fenêtre estivale. Dites-moi si je me trompe. Mais c'est Sitaïchvili
et Abouachvili. Dites-moi aussi si je prononce mal les deux noms, je m'excuse à la communauté georgienne et aux Messins. C'est des joueurs qui sont des joueurs de côté, percutants, comme la Géorgie sait en faire. Hein. Forcément, on pense à Kvaratskhelia quand on pense à la Géorgie, aussi à Mikotadze. Mais je trouve ça intéressant aussi un petit peu de prendre le wagon de cette mode, entre grosses guillemets, des joueurs géorgiens, parce que je trouve que pour l'instant, ça a donné que du bon. Mikotadze, on a vu, c'est un attaquant avec plein de qualités. Kvaratskhelia, bon, il a plus à démontrer son talent. Il est arrivé au PSG, ils ont gagné la Ligue des Champions. Bon, je dis pas que c'est que grâce à lui, mais voilà, titulaire durant toute l'année où ils font une année assez légendaire. Donc voilà, et même à un niveau plus bas entre guillemets, sans vouloir les offenser. Mais il y a aussi Davitashvili du côté de Saint-Etienne, qui était là la saison dernière en Ligue 1. Malheureusement, ils sont descendus en Ligue 2. Mais c'est un joueur géorgien aussi de côté que j'ai trouvé très intéressant, très percutant. Moi, c'est un joueur qui m'a beaucoup plu la saison dernière. Peut-être un des meilleurs joueurs de Saint-Etienne. Et donc voilà, je tenais à le souligner, la mode un peu géorgienne qui se répand dans notre championnat français. Moi, je trouve ça bien. C'est des joueurs qui, à chaque fois, ont des qualités, ont des choses à montrer. Et donc pourquoi pas. Toujours, quand on parle de Metz, de recrutement, on est obligé d'évoquer leur lien avec le Sénégal. Voilà, il y a cette académie qui permet de faire le lien entre le Sénégal et le FC Metz. Et je trouve ça bien, voilà, des jeunes joueurs qui arrivent avec beaucoup de qualité, souvent beaucoup de talent. La formation Messine, elle sait aussi polir ces joueurs parce qu'ils arrivent un petit peu bruts. Et donc ça, je trouve ça toujours intéressant, ce lien qui est fait avec le Sénégal. Et dernier point sur le mercato de Metz, ça a été le cas Cheikh Sabali. Ça n'a pas été simple parce que le joueur a demandé son transfert durant la période de mercato. Et il n'y a pas eu d'offre suffisante pour le laisser partir selon la direction Messine, selon le prix qu'ils avaient fixé. Et donc, ça a entraîné un petit peu un bras de fer dans lequel le joueur voulait partir en Angleterre notamment, en Division 2 si je ne m'abuse, et le club qui attendait une offre suffisante. Au final, ça ne s'est pas fait, il n'y a pas eu d'offre satisfaisante. Le joueur est revenu sur sa décision de vouloir quitter absolument le club et s'en est excusé. Situation toujours délicate hein, dans ces cas-là. Il est rentré hier contre Angers. Le stade, les supporters ont bien fait comprendre qu'ils n'étaient pas forcément contents, ravis de le revoir sur les terrains. Voilà. Toujours compliqué, mais bon, c'est un joueur qui a des qualités et qui est important, je pense, pour Metz parce que on le voit depuis le début de saison. Bon, il n'y a eu que 4 matchs, il y a eu 3 défaites et un nul. C'est vraiment un début de saison compliqué pour le FC Metz et ça s'explique notamment, je pense, selon moi, avec une fragilité défensive qu'ils ont. Je trouve que l'attaque, elle est pas mal. Il y a des joueurs de talent. Je pense à Gauthier Hein, qui est vraiment un joueur intéressant. Titashvili, comme je l'ai évoqué, Abouachvili. Il y a aussi Boussané, avec le recrutement d'Abid Diallo aussi que j'ai évoqué. Donc offensivement, j'aime bien ce qui se passe. Il y a aussi au milieu de terrain Benjamin Stambouli qui amène son expérience, mais derrière, j'ai plus de doutes. Et un joueur comme Cheikh Sabali peut vraiment apporter son expérience. Et donc, je pense qu'il va falloir le réintégrer très vite dans l'effectif si Metz veut vraiment avoir voilà, la possibilité de se maintenir. Et on sait que les matchs tôt dans le championnat sont hyper importants pour ces équipes-là. Il faut prendre des points très vite. Et pour l'instant, Metz n'a pas su le faire. Donc voilà, situation un petit peu délicate. Autre situation délicate, si je peux me permettre de faire cette transition, le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui a la particularité d'avoir fait 4 matchs de préparation, 4 matchs nuls. Voilà, bon, petite, je vous le donne comme ça. Ce qui s'est passé au Stade Rennais cet été, c'est qu'il y a eu beaucoup d'arrivées, et beaucoup d'arrivées notamment
qui viennent du championnat de France, en fait, directement de notre Ligue 1. Beaucoup de joueurs sont arrivés à Rennes. Je peux vous les citer, hein. Il y a Quentin Merlin qui vient de Marseille, Valentin Rongier de Marseille aussi, Frankowski de Lens, Mbolo de Monaco, Esteban Le Paul de Angers, on reparlera d'Angers un peu plus tard dans la vidéo. Il y avait aussi les années auparavant Brice Samba, Seko Fofana qui était revenu d'Arabie Saoudite. Alors ces recrutements-là, moi je les explique en considérant que en fait les recrutements des 2 saisons passées, qui ont été des saisons compliquées pour Rennes, finissent dans le ventre mou à chaque fois 10-12e. Les recrutements passés ont été plus des paris, notamment des joueurs, je ne sais pas si vous vous souvenez la saison dernière, mais c'était des joueurs qui venaient hors des 5 grands championnats et des championnats nordiques. Je pense à Ostigard, je pense à Meister, je pense à Grunbeck. C'était des paris et ils n'ont pas donné satisfaction. Clairement, moi j'aimais bien Grunbeck dans son profil, mais apparemment ça n'a pas plu à tout le monde. Mais en même temps, les résultats n'ont pas suivi et ça fait 2 saisons que Rennes patine totalement. Donc là, ils ont tenté de faire un recrutement beaucoup plus assuré, avoir des certitudes, comme je l'ai dit, avec des joueurs qui ont des références en Ligue 1. C'est des joueurs qui ont déjà beaucoup joué en Ligue 1 pour certains, je pense à Rongier. Et donc voilà, le recrutement rennais, il se base là-dessus. Au niveau des résultats des 4 premiers matchs, on est sur 2 victoires et 2 défaites, si je me trompe pas. Laissez-moi... Non, il y a un nul contre Angers, déjà. Et donc, hop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est 2... Non, pardon. Pas sur le bon... Excusez-moi, je fais la réalisation en direct. Mais en tout cas, je sais que leur début de saison est un petit peu en demi-teinte. Voilà, c'est ça. Il y a 2 victoires donc, contre Lyon et contre Marseille. Et il y a une défaite contre Lorient et une défaite contre Angers. Donc plusieurs choses à dire. Ils ont besoin de se rassurer, on les sent pas tout à fait sereins. Et aussi, il y a un manque d'automatisme, j'ai l'impression, dans l'effectif, dû notamment à toutes ces arrivées. On a l'impression que les joueurs ont du mal à se trouver sur le terrain. Je pense notamment à l'association Mbolo-Le Paul face à Lyon dimanche dernier, qui moi m'a pas convaincu. J'ai beaucoup plus été séduit par l'entrée de Meïté par exemple et de Tamari. Donc ouais, côté Rennes, gros recrutement, et je pense qu'il y a un besoin de temps pour que tous ces joueurs trouvent leur marque. Le problème, c'est que le club n'a pas vraiment ce temps. L'impératif de résultat, il est là pour Rennes qui joue et va vouloir jouer les places européennes. Ça fait 2 saisons qu'ils n'ont pas la possibilité de jouer le haut du tableau. Là, je pense que le recrutement, il est fait en ce sens. Donc, va falloir rapidement trouver justement ces automatismes. Et il y a du coup un petit peu de pression, mais je pense que la victoire contre Lyon dimanche soir a pu pas mal les libérer. Et donc on verra pour la suite du championnat. Une équipe qui a des certitudes et qui a des automatismes, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, voilà, le champion en titre, le dernier gagnant de la Ligue des Champions, pardon, contre l'Inter Milan, 4-0 en finale, on l'a tous. Pour Paris, était particulier parce qu'il participait à la Coupe du Monde des clubs. Voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant de cette compétition, ça se passe l'été. Il y a des clubs qui jouent l'été. Voilà. Et Paris, ça se déroulait aux États-Unis, et Paris est allé jusqu'en finale. Donc ça les a amenés déjà jusqu'au mois de juillet. Ils ont perdu en finale contre Chelsea, et du coup on ne peut pas parler de match de préparation pour Paris parce qu'il n'y en a pas eu. L'été il a du coup été un peu tronqué par cette compétition. Déjà que les organismes parisiens ils étaient fatigués après une saison
où ils ont joué toutes les compétitions à fond. Ils ont d'ailleurs remporté la Coupe de France, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, tout ce que vous voulez. Ils ont tout raflé la saison passée. Et du coup, la préparation, elle a été un peu tronquée. Et ce qui fait que on va directement venir aux problématiques de Paris en ce début de saison. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je vous le donne rapidement. 4 matchs, 4 victoires, il n'y a pas de lézard, comme j'aime le dire. Mais les problèmes, ils sont d'ordre médicaux, avec une flopée de blessés qui est en train un petit peu de toucher le club de la capitale. Il y a Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, Kanguinli. Voilà, déjà ça c'est out. On peut revenir sur le cas Dembélé, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais en gros le joueur a été appelé par Didier Deschamps lors de la trêve internationale qui se déroulait la semaine dernière. Et le club parisien avait bien mentionné que le joueur n'était pas à 100%, notamment dû à cette année, l'année dernière, où je vous disais, la saison a été très remplie et le joueur a joué jusqu'à très tard en juillet avec la Coupe du Monde des clubs. Et il avait un petit bobo, apparemment, avant de partir en trêve. Et donc, le club avait prévenu la sélection au maximum le laisser se reposer. Ça n'a pas été respecté par l'entraîneur Didier Deschamps qui l'a fait jouer. Le joueur se blesse. Et donc là, le club incendie l'équipe de France. Ça fait débat. Mais ainsi soit-il. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dembélé, il est revenu en club blessé, 6 semaines, absent contre le Barça. On peut comprendre un petit peu l'énervement de Paris. La blessure, il y a aussi celle de Doué. Ça les a pas empêchés de coller 6-3 à Toulouse, de coller 2-0 à Lens, hein. Ça va. De toute façon, on sent que Paris, voilà, comme chaque année, le problème va pas être le championnat, mais encore une fois le parcours en Ligue des Champions qu'on va attendre. On va voir s'ils vont pouvoir être capables de faire aussi bien que la saison dernière. Rapidement, on peut parler de ce qui s'est passé cet été, notamment en termes de départ et d'arrivée sur le poste de gardien. Je pense que c'est le seul endroit où ça a vraiment bougé. Et pour le coup, ça a vraiment, vraiment bougé. Quelle est la situation? C'est que le gardien numéro 1, bon, on le sait, la saison dernière, c'était Gigio Donnarumma. Ça faisait déjà 4 ans, 3 ans qu'il était là. Donc il était bien installé. Le problème étant qu'il y avait une fin de contrat approchant, le joueur se ramène dans le bureau du président Nasser El Khelaifi en demandant un peu trop apparemment, les yeux un peu plus gros que le ventre. Le président refuse l'offre qui est soumise. S'entament des discussions qui apparemment n'ont pas du tout trouvé de fin en soi. Ils n'ont pas trouvé d'accord. Donc le joueur poussé vers la sortie, Paris qui s'active sur la piste Lucas Chevalier à Lille. Il signe Lucas Chevalier pour 40 millions, je crois. Ouais. Et donc Donnarumma poussé vers la sortie. Bon, il a trouvé une belle porte de sortie à Manchester City, ça va, on va pas le plaindre. Mais voilà, ça a fait du changement. Je pense qu'on va devoir laisser un peu le temps à Lucas Chevalier pour prendre ses marques et essayer de faire aussi bien que Donnarumma. Mais voilà, seul mouvement, vraiment, il y a eu Zabarni qui est arrivé aussi, mais en soi, c'est ça le plus gros mouvement du côté du gardien. Mais pour l'instant, tout roule, hein, je l'ai dit, 4 matchs, 4 victoires, ça va. Une équipe un peu plus en difficulté, c'est le SCO d'Angers. Comme je l'ai dit, dans les équipes qui jouent le maintien, les matchs de préparation, c'est important parce qu'il faut prendre des points rapidement, en fait, quand on joue le maintien. Le plus on arrive à sécuriser des points, le mieux on est forcément en confiance et le plus vite on va être maintenu. Donc c'est hyper important le début de saison pour les clubs qui vont jouer le bas du classement. Donc le SCO a fait 6 matchs de préparation, c'est beaucoup, et ils ont fait 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Donc belle préparation, ils sont arrivés assez en confiance. Le problème avec Angers, c'est que le passage devant la DNCG, je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, mais la DNCG, c'est le gendarme financier de la Ligue. C'est tout simplement l'organisme
qui va voir les clubs pour leur dire qu'il faut en fait avoir une balance bénéfique dans leurs finances, tout simplement. Il faut qu'ils soient en positif. Et donc, moi je l'ai dit, avec les droits de diffusion qui sont de plus en plus en baisse, les petits clubs comme ça, ils ont du mal à justement avoir une balance financière positive, et d'autant plus quand ils souhaitent recruter. Et donc Angers cet été, la masse salariale, elle a été encadrée par la DNCG, ce qui signifie que pour recruter et inscrire des joueurs, il faut en vendre. Et donc à cause de ça, bon, ou grâce, je pense pas, parce que Angers a communiqué là-dessus, mais ils ont dû vendre Esteban Le Paul, donc leur attaquant numéro 9 titulaire. C'est une grosse perte. Je pense que c'est une grosse perte. Déjà, l'effectif, il y a des qualités, hein. Iman Abdelli, c'est pas mal. Louis Mouton, c'est pas mal. Il y a des qualités. J'aime beaucoup, j'ai plus son nom, Peter, en attaque, le nouveau numéro 9 du coup, qui a été pris, qui est un jeune pour justement combler le départ de Esteban Le Paul. Mais clairement, l'effectif, pour moi, il manque de qualité intrinsèque, et ça va être compliqué à aller chercher le maintien. Ça fait que 4 matchs, mais on est déjà sur... Bon, le bilan est pas trop mal, il y a une victoire, 2 nuls et une défaite contre le PSG, la défaite, donc ça va. Pour l'instant, ils font un bon début de saison, mais j'ai peur qu'au fur et à mesure, quand les autres équipes du bas du classement vont trouver leur rythme, Angers, ils sont un peu limités au niveau de leur effectif, et donc c'est un peu mon inquiétude. Heureusement, ils peuvent compter sur un Kofi, leur gardien de but, qui est le gardien qui réalise le plus d'arrêts en Ligue 1. Ça c'est important pour la défense. Donc voilà, pour moi ça va être compliqué la saison d'Angers. Après, ils peuvent me surprendre, comme je l'ai dit, il y a des qualités. Abdelli, le retour là contre Metz, il a fait du bien. Il était blessé depuis 4 mois, donc là il n'était pas là pour les 3 premiers matchs, et son entrée contre Metz, vraiment on sent qu'il est au-dessus du lot. Donc pourquoi pas, mais voilà, je suis pas très optimiste, j'avoue, pour le cas de Angers. Une équipe qui va beaucoup mieux, c'est le LOSC. Le LOSC, voilà, qui est sur une dynamique assez folle, hein, dans ce début de saison. Alors que l'été, il a été mouvementé, et avant le début de la saison, les observateurs, ils étaient un peu inquiets pour Lille, parce qu'il y a eu des gros mouvements. Je parlais de l'arrivée de Chevalier à Paris. Bon voilà, ça perd son gardien titulaire. Il y a la perte de Diakité, qui est acheté par Bournemouth pour 40 millions. Il y a la perte d'Edon Zegrova, qui est parti du côté de la Juventus. La perte de Jonathan David, meilleur buteur du club au XXIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Il y a le départ d'Angel Gomez libre. Voilà, ça fait beaucoup de départs. Encore une fois, le président Olivier Létang, il a su travailler intelligemment, et il ne s'est pas précipité, et il a fait venir des renforts. On peut penser à Nathan Ngoy en défense centrale. Devant, pour combler le départ de Jonathan David, ça c'était important. Il y a eu l'arrivée d'Olivier Giroud, voilà, encore un ancien champion du monde. On parlait de Pogba et d'Umtiti dans la vidéo précédente. Là, on en a un nouveau, Olivier Giroud, qui est arrivé et qui a fait un super début de saison, avec un but contre Brest et un but contre Monaco, donc 2 buts en 2 matchs en début de saison. Et il y a aussi l'arrivée importante d'Hamza Igaman, qui lui aussi a fait un gros début de saison. Premier match doublé, une passe D en une mi-temps, et après avec sa sélection marocaine, il a marqué aussi 2 buts. Donc super pioche de Lille. Super début de saison, hein. Il y a 3 victoires contre Monaco. C'est Monaco, Toulouse et Lorient, et il y a première journée contre Brest, un match nul. Donc voilà, toujours invaincu.
Franchement, très beau début de saison. Il s'impose vraiment comme une équipe du haut de tableau et qui va avoir les ambitions de jouer le podium ou du moins une compétition européenne cette saison. On sait qu'il y aura la Ligue Europa aussi qui va arriver. En plus, ils peuvent s'asseoir sur une vraie assise dans leur base à domicile. C'est l'une des meilleures équipes du championnat à domicile. Donc voilà, que du positif dans ce début de saison pour Lille qui fait vraiment forte impression. Derrière le PSG, je pense que ça doit être l'équipe la plus en forme. Donc voilà, ça c'est que du positif. Une équipe qui a beaucoup moins de positif, je dirais, c'est Le Havre. Voilà, les Havrais, c'est un début de saison qui est compliqué, mais qui est explicable par le calendrier. Il y a 3 défaites quand même. 3 défaites, une victoire. Je rappelle les matchs, ils ont joué contre Monaco, Lens, Strasbourg. Ils ont quand même été chercher une victoire contre Nice, donc ça c'était important pour pas faire une bulle sur les 4 premiers matchs. Même si c'était pas le 4e match, la victoire contre Nice, mais voilà, ils se pointent à la 5e journée avec au moins 3 points. Le mercato côté Le Havre, il y a eu des arrivées, il y a eu Samata libre, Fodé Doucouré, qui est vraiment l'homme en forme du Havre en ce début de saison. Il est déjà à 2 buts. En provenance du Red Star, il est arrivé libre. Voilà, le Havre, c'est aussi un club qui a un budget limité. Ça a été compliqué pour eux de recruter. Ils n'ont pas fait forcément de ventes importantes cet été. Il y en a eu l'hiver dernier avec le départ de Samuel Grand-Cyr et de Yoann Salmier, qui étaient des cadres de l'équipe. Mais ouais, Le Havre, début de saison compliqué, mais avec le calendrier, ça peut s'expliquer. C'est une équipe qui peut aussi se dire qu'ils ont des certitudes. Je pense notamment à leur milieu de terrain avec Rassoul Ndiaye, Yacine Keshta, qui sont des joueurs qui se connaissent. Derrière Loïc Nego, Sanganté, Youris, ça fait aussi 2-3 saisons qu'ils jouent ensemble. Donc voilà, il y a aussi un prolongement entre les saisons, donc ça aussi ça peut être intéressant. Ce qui va peut-être manquer, c'est un petit peu de création. Je sais qu'il y a beaucoup d'espoirs qui sont placés en Yacine Keshta au milieu de terrain pour justement avoir ce côté créatif. Moi j'ai un peu des doutes sur sa capacité à être vraiment le leader offensif de cette équipe du Havre. Donc à voir. Pour l'instant, le début de saison, il est compliqué, mais va surtout falloir se jauger contre des équipes qui ont, entre guillemets, un peu plus leur niveau. C'est sûr que là, ils ont affronté 4 équipes qui ont pour ambition de jouer l'Europe. Le plus important, c'est de prendre des points contre des adversaires directs. Voilà. Je pense que ça va être le plus important dans le début de saison du Havre. Une équipe aussi qui est en difficulté, c'est Auxerre. Ils ont le même bilan que le Havre avec une victoire et 3 défaites. Par contre, là, le problème, c'est que les équipes qu'ils ont affrontées, c'est pas le même niveau. Ils ont perdu contre Lorient, contre Nice, non, ils ont gagné contre Lorient, perdu contre Nice, Nantes et Monaco. Donc Auxerre, voilà, début de saison compliqué. J'ai quand même vu des bonnes choses et un petit espoir pour les Auxerrois. J'ai beaucoup aimé le recrutement. C'est pas un transfert, c'est un prêt de Sékou Mara en provenance de Strasbourg, à la pointe de l'attaque. Je le trouve très intéressant, un attaquant vraiment moderne, avec des qualités dans le jeu. En fait, il peut être utile. C'est pas qu'un attaquant de surface. Très physique, très costaud, travailleur sur le front de l'attaque. Donc ça, très bonne
très bonne idée d'aller chercher Sekou Mara. Ils ont aussi été tapés à Strasbourg Marvin Senaya. Ça aussi, ça peut être un bon coup pour apporter un petit peu de stabilité défensive. Et ils ont aussi été prendre Josué Casimir, pardon. Voilà. La stabilité défensive, elle est importante parce qu'ils ont perdu Joubal, qui était leur patron derrière. Donc voilà, il y a besoin de prendre des joueurs qui ont des références et qui vont pouvoir voilà, justement convaincre. Auxerre, ça n'a pas convaincu dans les résultats, hein. Je vous l'ai dit, 3 défaites, une victoire. Mais moi, j'ai envie de dire que dans le jeu, ils peuvent en attendre plus, hein. Le match contre Monaco, ils le perdent, mais dans la manière, il y a des très bonnes choses. Il y a des joueurs que moi j'aime beaucoup, vraiment des belles individualités. Quand je dis ça, forcément, je pense à Sekou Mara que j'ai évoqué, Sina Yoko. Et surtout, un joueur qui m'a fait forte impression, c'est Kevin Danois au milieu de terrain. Donc c'est un milieu de terrain créateur, vraiment capable de se projeter, avec un gros QI foot. Il lit très bien le jeu, très disponible pour ses partenaires. Donc franchement, ça c'est du positif et je pense que Auxerre doit s'appuyer là-dessus. Faut pas rester sur les résultats parce que ça, pour moi, ça reflète pas forcément leur début de saison. C'est 3 défaites et une victoire. Je pense que Auxerre peut mieux faire et aurait pu avoir des meilleurs résultats que ce qu'ils ont au final au bout de 4 matchs. Donc très intrigué sur la suite pour Auxerre parce que je pense que leurs efforts n'ont pas été totalement payés. Une équipe aussi qui est un petit peu sur courant alternatif, c'est l'Olympique de Marseille. Voilà, Marseille, toujours une équipe particulière, hein, dans notre championnat. On sait que ce soit les fans, les supporters ou les joueurs, il y a toujours voilà, c'est un club à part. Au niveau de la préparation du mercato, ils font 3 victoires, 3 nuls, donc très bonne préparation. Ils ont eu un gros mercato, hein, comme chaque année, investissement important de l'Olympique de Marseille, hein. Chaque année, ils essayent d'investir beaucoup pour avoir de plus en plus d'ambition. Et au final, l'ambition, elle est toujours la même, hein. Titiller, si je puis dire ainsi, hein. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'ils n'ont pas joué le titre, mais chaque début de saison, le mercato, il est fait dans le sens de pouvoir essayer de titiller le Paris Saint-Germain, mais surtout jouer le podium et se qualifier en Ligue des Champions, même si, sans leur faire offense, leurs parcours en Ligue des Champions sont rarement complets, si on peut ainsi dire. Mais voilà, c'est donc gros recrutement. Angel Gomez, arrivé libre de Lille. Benjamin Pavard en dernière minute, ancien champion du monde, je le répète encore une fois, ça commence à faire une belle liste en Ligue 1 qui reviennent, ça fait plaisir pour les observateurs. Medina de Lens, Peshao, je ne sais pas si on dit comme ça, pardon, mais Peshao, Vermeuren, O'Reilly au milieu, donc beaucoup de qualité et de renfort pour Marseille qui est malheureusement, j'ai l'impression que le début de saison a pas forcément comment dire, donné raison à ce gros mercato. Il y a 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites. Avec Marseille, c'est toujours très haut ou très bas, hein, on le sait, pas de match nul. 2 victoires, 2 défaites, donc contre le PSC, contre Lorient, et il y a une défaite en ouverture contre Rennes et dans l'Olympico contre Lyon 1-0. C'est quand même une équipe qui a montré plusieurs visages déjà depuis 4 matchs. Moi j'avoue qu'en tant qu'observateur, je suis pas forcément fan quand une équipe a du mal à trouver de la régularité
et est capable de faire des super matchs, mais aussi de s'oublier parfois dans certaines rencontres. Donc voilà, Marseille, ils ont du mal, j'ai l'impression, à trouver leur rythme. Après, il est important de rappeler que leur début de saison, il a été aussi un peu perturbé par le cas Rabiot-Rowe, si on peut l'appeler ainsi, hein, la Rix. Entre les deux, si vous n'avez pas suivi, je vous rappelle brièvement, après une défaite en début de saison, ça aurait, je crois que c'était la défaite contre Lyon d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ça aurait éclaté dans le vestiaire et il y aurait eu une bagarre entre les deux joueurs, Rowe et Adrien Rabiot. Et donc là, le club a dû prendre des décisions, c'est notamment Mehdi Benatia qui a pris ses responsabilités et qui a décidé de vendre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous les deux en Italie. Donc ça a un peu perturbé le début de saison. On se doute que dans le vestiaire, l'ambiance, elle devait être un peu chelou. Tu perds, ça se bagarre, bon bizarre. Derrière, ça doit être pas facile d'enchaîner, mais bon, je pense que maintenant, ils sont assez au calme. Et qui vont tenter de reconstruire un petit peu un groupe qui, à mon avis, a dû être un petit peu chamboulé et un petit peu divisé par cette affaire. Donc voilà, c'est un début de saison un peu bizarre, mais peut-être que la victoire contre Lorient va permettre de les relancer. Gros 4-0 ce week-end, enfin le week-end dernier. Même si Lorient était à 10 contre 11, il y a eu des buts de Pavard, de Aguerd, recruté aussi cet été. Une défense à 3 totalement nouvelle, Pavard, Aguerd, Medina, qui a donné franche satisfaction. Donc pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas y croire au cas marseillais. Il faudra du temps à mon avis, parce que quand il y a beaucoup de recrues comme ça, il faut laisser du temps pour que le vestiaire se forme, surtout, comme je l'ai dit, après les incidents qui sont arrivés en début de saison. Voilà. Une équipe aussi qui va avoir besoin de temps parce que le début de saison, il est pas joli. Et on finira là-dessus. C'est l'OGC Nice. L'OGC Nice qui, chaque année, essaye d'accrocher des places européennes. Et l'année dernière, ils ont réussi à finir 4e. Et donc, ils avaient un barrage à jouer pour se qualifier en Ligue des Champions. On rappelle que les 3 premières places en Ligue 1 sont qualificatives directes en Ligue des Champions. Et la 4e place est synonyme de barrage. Et donc, le début de saison de l'OGC Nice, il a été marqué par ce barrage qui était joué contre Benfica. Donc, pas un cadeau, clairement pas. En plus, on sait que Nice en compétition européenne, c'est toujours un peu compliqué. C'est pas une équipe qui a beaucoup brillé en compétition européenne, bien au contraire, sans vouloir être offensant. Hein, je pense que les supporters niçois seront d'accord avec moi. Mais donc, match contre le Benfica, double confrontation, perdu, double 2-0 en plus, donc 4-0 au cumul, ça fait mal. Donc Nice reversé en Europa League, ça a marqué le début de saison. Ça n'a pas forcément donné la confiance, je pense, aux joueurs, au staff, au coach. Donc début de saison animé. 4 matchs, 2 victoires, 2 défaites, même bilan que Marseille qu'on évoquait juste avant, avec des victoires contre Auxerre Nantes et des défaites contre Toulouse et Le Havre. Donc ça aurait pu être un peu plus explicable si les adversaires avaient été un petit peu plus, comment dire, avec des effectifs un peu plus fournis, sans vouloir manquer de respect au Havre. C'est pas l'équipe la plus talentueuse en talent intrinsèque. Encore une fois, je veux pas manquer de respect aux joueurs ni aux supporters, mais voilà, je pense que Nice, avec leurs ambitions, ils doivent être capables de gagner ce genre de match. On a parlé de Toulouse dans la dernière vidéo et de leur super début de saison. Quand on se pointe en juillet ou en août et qu'on essaye d'un peu de pronostiquer les matchs, Nice, je pense qu'ils jouent contre Toulouse, ils se disent pas ça va être une défaite nette, voilà. Donc
je pense que le mot raté pour le début de saison de Nice, il est pas juste. Euh, la victoire contre Nantes, elle va faire du bien. Elle va faire beaucoup de bien, je pense, pour vraiment souder un groupe. On rappelle aussi il y a il y a des joueurs qui doivent encore s'intégrer. Je pense à Kevin Carlos à la pointe de l'attaque qui a été recruté parce que Terem Moffi, il donne pas satisfaction, clairement, depuis 2 ans. Euh, donc il y a eu un recrutement en numéro 9. Il y a eu aussi Opong derrière pour pallier le départ de Todibo, qui est parti du côté de West Ham en Angleterre pour 40 millions quand même. Il y a eu le recrutement de Johnson pour 10 millions, ailier. Mais j'ai l'impression que Nice, ils ont du mal à établir leur problème. Depuis 2 saisons, on voit qu'il y a des lacunes en défense centrale, clairement. Euh, Là encore, le retour de Dante, qui a déjà 41 ans, Dante, si je ne m'abuse. On est encore obligé de compter sur lui à chaque match. Et quand il n'est pas là, ça se sent. Et on est obligé de faire jouer des jeunes joueurs de 19 ans derrière qui font des bons matchs. Alors, je pense à Bas, qui font des bons matchs, mais on est en Ligue 1, on joue les places européennes, on va jouer l'Europa League. Il y a peu de certitude en défense. Les recrutements, ils sont faits offensivement. Je comprends, hein. Numéro 9, Terem Moffi, comme je l'ai dit, il n'était pas au niveau auquel on l'avait vu à Lorient il y a quelques saisons. Donc ouais, il y a aussi le départ de Martin Boulka, qui pour le coup, pour moi, a bien été remplacé par Yevan Diouf, ancien gardien de Reims, rétrogradé en Ligue 2. Ça, pour le coup, je trouve que c'est un bon recrutement, mais clairement, le problème, il va rester en défense centrale. La saison dernière, on a dû avoir Pablo Rosario qui a joué derrière. Là, il est vendu, donc ça fait encore une cartouche de moins. On a dit Todibo vendu. Attention, Nice à pas refaire les mêmes erreurs et à refaire. Bon, après, s'ils font la même saison que la saison dernière, tant mieux. Hein, 4e, super place. Mais voilà. Après, le début de saison, il n'est pas raté. Il y a encore des possibilités offensivement. On voit bien que Jérémy Boga, c'est un joueur particulier. Euh, voilà, que Sofiane Diop, c'est intéressant en soutien du numéro 9. Sur le banc, ils ont pris Gouveia de Benfica, ça aussi c'est pas mal. Ils jouent en 3-5-2 Nice, donc avec des pistons Jonathan Klaus et Melvin Barr, pardon, à gauche. Ça, je pense que c'est pas mal, même s'il y a eu des tractations autour de Jonathan Klaus aussi à vérifier. Mais clairement, la défense centrale va falloir faire attention et va falloir suivre ça de près cette saison en Ligue 1. Voilà, donc on finit sur ce tour des différents clubs de Ligue 1. J'espère que j'en ai pas oublié, mais je ne crois pas. Normalement, je les ai tous faits. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos impressions aussi sur le début de saison de votre équipe ou de n'importe quelle équipe que vous avez vue en tant qu'observateur. Moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt, tout simplement.